c'est une façon de se défausser dans une affaire qui est bien compliquée pour lui. En tout cas, on sent un effet d'évitement sur un certain nombre de phrases, hein, notamment quand il nous dit « si vous me connaissiez, vous ne poseriez pas la question ». C'est un défaussement total du ministre vis-à-vis d'une question. Et ça relève aussi d'une forme de mépris, je trouve, parce que si on peut se demander si les journalistes le connaissent, il doit aussi se faire connaître des Français qui ont besoin et qui attendent des explications. C'est vraiment problématique, cette histoire, parce que elle représente bien la question de la responsabilité dans l'administration. Et on parle de la distinction entre le cabinet et l'administration pénitentiaire, mais en effet, l'administration pénitentiaire, la direction de la communication, si elle a des vidéos, des images à valider, à un moment, c'est son rôle également de savoir si quelque chose est sensible, si quelque chose est susceptible de poser un problème politique et le cas échéant de le faire remonter au cabinet. Et là, aujourd'hui, on se pose la question, y a-t-il eu cette sensibilité-là ? Est-ce qu'il y a eu du coup une négligence de la part de l'administration ? Ou est-ce qu'il y a eu effectivement une remontée au cabinet et la faute du cabinet ? Dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est que sa première réaction, c'est de dire j'ai réagi tout de suite, j'ai fait un tweet. J'ai fait un tweet. C'est super symbolique de ce qu'est la classe politique aujourd'hui. J'ai réagi, j'ai fait un tweet. Est-ce qu'on réalise un peu ce qu'on est en train de vivre ? C'est l'absence d'action. C'est pas se dire j'ai posé la question à mon cabinet, c'est pas j'ai déclenché une enquête, c'est j'ai fait un tweet. J'ai communiqué. Et j'ai communiqué sur la question. Et à partir de là, on peut se poser la question quels seront les résultats, quelles seront les conséquences pour le ministre, quelles seront les conséquences pour le cabinet et les personnes qui seront probablement, en tout cas, reconnues comme responsables dans cette histoire, puisqu'on l'a vu sur Gérald Darmanin dans le cas du Stade de France et ce qui s'est passé ces derniers mois. Ça n'a pas débouché sur des conséquences pour le ministre. Aujourd'hui, Éric Dupond-Moretti subira-t-il les conséquences d'une faute politique ? Pas plus que Gérald Darmanin, je peux vous l'assurer. On peut se poser la question. Le ministre lui-même. Oui, probablement, cet effet feuilleton, il est très dangereux pour un ministre parce que justement, il vient parasiter toute l'action qu'il peut mener. Et là, typiquement, c'en est un exemple puisque ce déplacement, on l'a dit, était prévu de longue date. Et aujourd'hui, il se retrouve dans cette situation où il n'est pas en mesure de parler de ce qu'il fait et de ce qu'il est en train de promouvoir, simplement parce que ces événements ont parasité tout simplement son schéma, mais c'est un peu le lot à chaque fois de cette publicisation d'événements. Et sur ce cas en particulier, c'est là où on a deux volets intéressants. On a le volet des activités. Qu'est-ce qui a été fait ? Est-ce que c'est acceptable ou pas ? Est-ce que c'est utile ou pas ? Et là, en effet, le choix du kart et le choix de la piscine en plein milieu d'une canicule, alors que beaucoup de Français limitaient leur consommation, paraît complètement absurde et ne laisse pas comprendre l'intention derrière ce choix-là. Et il y a toute la partie communication. Donc, on a des erreurs qui se font aux deux niveaux. Et c'est toute la difficulté pour ça, puisque au final, on a des tiroirs qui vont s'ouvrir du côté des activités, du côté des personnes qui ont participé à ces activités, du côté des administrations concernées, à quel niveau. Et chacun de ces niveaux est susceptible de déclencher un nouveau scandale. Au final, c'est une faillite à tous les échelons. C'est pas, alors, même si le ministre essaye de repousser ça sur le directeur de la prison, c'est une faillite à tous les échelons, puisque le directeur de la prison, certes, devait être au courant de qui participait à ces épreuves, mais qui en dessous, peut-être qu'il y avait des personnes en congé, on ne sait pas, qui en dessous a fait remonter ces informations ? Est-ce qu'elles ont été remontées correctement ? On est vraiment... Comment le matériel a été acheminé dans la prison ? Quelle vérification a été menée ? Mais on peut aller très loin. Hein. On peut aller très très loin dans cette histoire, et c'est là où c'est peut-être aussi la vertu de cette activité, c'est qu'elle montre bien aujourd'hui, alors qu'il y a quelques mois, il y avait un sondage qui sortait, ou il y a un mois à peine, de l'IFOP, qui montrait que 3/4 des Français considéraient que la justice aujourd'hui était insatisfaisante en France. Aujourd'hui, peut-être qu'on a un sujet qui va permettre finalement d'ouvrir un certain nombre de dossiers pour voir toutes les faillites de l'institution et commencer un véritable travail dessus. Gaspard Ganzer, pour l'instant. Pas de démission pour l'instant, en effet, mais j'aimerais peut-être faire le parallèle avec aussi d'autres cas au niveau européen. On a vu ce qu'avaient donné les scandales pour Boris Johnson, qui a été poussé à la démission. On voit dans les pays nordiques qu'on est à un point de
de redevabilité qui est bien plus haut que ce qu'on a, nous, chez nous, qu'un ministre qui a utilisé sa carte professionnelle, on va dire, pour acheter un chocolat et finalement pousser à la démission. On va dans les extrêmes inverses. On va dans les extrêmes inverses, mais ça pose aussi la question de qu'est-ce que nous, en France, on attend d'un ministre en termes d'action. Et en effet, il y a cette question de comment il organise ses services, quelle direction il donne, quelle directive il donne à ses services, quelle mentalité, quel choix en termes de communication, notamment parce qu'un ministre a vraiment la main sur les questions de communication et laisser passer, en tout cas, que la direction de la communication de l'administration pénitentiaire ait pu considérer que c'était acceptable de montrer de telles images, alors que le principe de la prison, c'est plutôt de sanctionner, ça paraît complètement inconsidéré. Et là, on touche vraiment à un sujet, parce que les Français, je pense, en ont assez d'avoir des situations de cette nature-là. Des ministres, c'est unanime là-dessus. Marion Pariset, c'est la condamnation, évidemment, l'incompréhension totale. Le ministre, d'ailleurs, a dit moi, je pense à tous les gamins qui pourraient se dire la prison, lol. Exactement. Il y a deux effets. Il y a l'effet pour tous ces Français qui n'ont pas forcément les capacités de se payer des loisirs de la même nature et qui voient finalement des gens qui normalement devraient subir une sanction profiter et avoir ce temps de loisirs. Les loisirs sont importants, c'est bien de pouvoir réinsérer les gens, mais il faut qu'il y ait une vision et pourquoi ces actions sont menées en prison. Et puis il y a le côté aussi, simplement, quelle image on donne de la prison aujourd'hui. Et c'est finalement, là où c'est le plus inquiétant, c'est cette décrédibilisation de la prison qui est renvoyée à travers ces images. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes considèrent déjà la prison quasiment comme un... Enfin, de jeunes. Certains jeunes, en tout cas délinquants, vont considérer la prison quasiment comme un badge d'honneur, d'avoir réussi à faire 2 ans de prison, retourner chez eux et pouvoir finalement avoir ce côté caïd et gagner une forme d'honneur. Aujourd'hui, d'avoir en plus ces images-là qui ont une image un peu de prison Club Med, oui, ça va continuer à détricoter l'autorité de l'État, la sincérité de la peine et sa puissance en termes symboliques. Et ça, c'est extrêmement dangereux dans un moment où déjà l'application des peines fait que beaucoup de jeunes délinquants ne vont pas en prison, n'ont pas forcément de sanctions et de fait ne croient pas en la justice. Pierre Gentillet, vous êtes avocat. Ah oui, mais c'est sûr que de toute façon, là, l'effet de communication, il est dévastateur. Hein. Et effectivement, là, Dupond-Moretti... Ce qu'il faudra voir aussi. Vous pensez, Marion Pariset, que ça peut aller au-delà du directeur, le lampiste de l'affaire, hein, évidemment, le directeur de Fresnes ? Ça peut, si justement on découvre d'autres échelons où ça a failli. Et je pense sur la communication, par contre, que même si en théorie, en effet, la préoccupation principale de la direction de la communication va être de vérifier les questions de sécurité, pour avoir travaillé en ministère, dans une convention, on cadre aussi ce qu'on veut mettre. Et en amont. Et en amont. Et ce qu'on choisit d'avoir comme contrôle sur la communication, sur les formats qui sont rendus, est-ce qu'on choisit de pouvoir mettre un veto également sur certains formats. Et ça paraît normal dans un contexte aussi sensible que des films sur des activités en prison, d'avoir un contrôle qui dépasse simplement le contrôle formel de sécurité et d'avoir un contrôle sur le fond, parce que définitivement, ce genre d'action n'est pas juste, ce n'est pas juste une action de communication. On ne parle pas d'un flyer qui est distribué. On parle réellement d'un message qui peut être largement diffusé avec des images assez longues, avec une image qui est renvoyée et qui est complexe et qui a nécessairement un impact sur la façon dont les prisons sont perçues, sur la façon dont l'administration est perçue et sur la façon dont les gens ensuite. Mais là, il fallait supprimer tout le film. Enfin, je veux dire, il ne fallait pas juste supprimer le carton. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas Est-ce que c'est faisable ? Et est-ce que nous, on n'aurait pas hurlé les journalistes à la censure si on avait appris que ça avait été censuré ? Notre droit, ça me paraît compliqué. Un petit commentaire, Marion Pariset. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut faire le constat. Quel constat il fait à ce stade ? C'est qu'on a des jeunes qui sont, comme il le dit, avec pas de parents ou si peu. Donc c'est un problème qui est bien plus complexe que simplement celui de la sanction. Et d'ailleurs, il doit être compris et on doit l'appréhender de manière globale. C'est-à-dire, ça veut dire travailler aussi avec les parents, le rôle des parents dans l'éducation, le rôle dans la structuration des individus pour éviter qu'ils ne basculent dans la délinquance. Le problème sur le cas en question qu'il mentionne, c'est que ces jeunes-là sont déjà d'une certaine façon perdus. Ils sont déjà sans parents, ou avec si peu, en effet. Et il y a déjà une désertion de la société, de la famille,
envers eux. Et pour cela, donc, en effet, il faut trouver une solution. On ne peut pas simplement se dire on n'a rien fait, bon, tant pis, on va les renvoyer chez leurs parents s'ils en ont, si on les retrouve. Ça n'est pas une solution au problème qui est pointé. Et là, avec ces centres de rééducation ou de redressement, c'est exactement ce qu'ils cherchent à faire. C'est trouver une solution à un problème spécifique. La question, c'est est-ce que ça va être pris dans son ensemble ? Est-ce que ça s'insère dans un ensemble de politiques qui permet d'anticiper et de prévenir l'arrivée de la délinquance ? En tout cas, à Mayotte, c'est quelque chose qui est à réclamer, en tout cas qui est demandé, vu le niveau de violence qui se déchaîne dans l'archipel. On va écouter Estelle Youssouffa. Mais néanmoins, on imagine que cette question du pouvoir d'achat va être omniprésente dans les discussions demain des ministres. Oui, elle est centrale surtout en cette période de rentrée parce qu'on a des coûts qui se cumulent. On a l'augmentation du coût, on parle des cantines, on parle des fournitures scolaires. Le papier a pris 40% en termes de coûts entre 2019 et 2022. Donc on est déjà sur une augmentation qui est significative et qui va toucher les foyers, en plus de l'augmentation des coûts du carburant, de l'énergie, etc. Donc, on a vraiment une cocotte minute qui est prête à exploser. Et là, pour l'école, c'est particulièrement sensible parce que l'école, c'est la construction de nos générations futures. C'est réellement ce qu'on va faire demain, ce qu'on sera en mesure de faire en tant que société, en tant que nation. Et donc, on a tout intérêt, au contraire, à venir appuyer autant que possible le fait de réduire les inégalités face à l'accès à l'école, face à l'accès aux moyens pour pouvoir participer à cette éducation, à cet enseignement. Tout le monde le souhaite, évidemment. Mais c'est pas simple. Pierre Gentillet Non, la difficulté du gouvernement, c'est qu'il est pris dans des mesures qu'il s'est lui-même imposées et qui sont contradictoires. C'est-à-dire que l'augmentation, essayer de préserver le pouvoir d'achat des Français par des interventions avec des chèques, avec un plafonnement de l'essence, etc., tout ça, ce sont des mesures qui sont salvatrices et qui aident les Français à vivre au quotidien. Mais derrière, il y a cet objectif de ne pas augmenter les impôts et de réduire la dette et de contraindre les dépenses publiques. C'est pas possible, il y a un problème dans l'équation. À un moment, cette équation ne peut pas tenir très longtemps et ne tiendra pas, notamment dans les discussions au niveau de l'Union européenne. Et c'est là où va se situer le problème, c'est qu'on est dans des mesures qui, même si elles sont bénéfiques, à long terme, elles ne sont pas très viables. Or, ce qui pourrait fonctionner mieux, ce serait au contraire de plutôt parier sur la production, sur améliorer nos capacités, sur travailler plus, travailler mieux et de pouvoir permettre en fait à chacun de gagner dignement sa vie plutôt que de travailler sur travailler plus pour gagner plus, ça rappelle mais derrière, je l'ai pas dit comme ça, mais non mais ça résonne comme ça. Mais c'est vrai que c'est la distinction, c'est qu'aujourd'hui le modèle qui est appliqué, il ne va pas avec la façon dont fonctionne l'économie mondialisée et c'est là où ça va rentrer en friction et ça va rentrer en friction potentiellement à l'hiver. La question pour la mobilisation des Français face à cette situation-là, c'est est-ce qu'ils considèrent que leur situation est de la faute ou non du gouvernement ? Est-ce qu'on considère que c'est encore l'Ukraine ? Est-ce qu'on considère que c'est encore la situation internationale et qu'on subit juste des conséquences ? Ou est-ce qu'on considère que le gouvernement, en effet, a fait des mauvais choix ? Et dans ce cas-là, peut y avoir action. Et avec les réformes, notamment réforme des retraites que Emmanuel Macron veut mettre en place, qui est importante pour pouvoir faire tenir cet équilibre-là, cette équation-là, justement, ça va poser problème parce que la réforme des retraites est de toute façon un sujet extrêmement sensible. Si je puis me permettre, le lien avec justement les conséquences politiques. Il y a en effet la réforme des retraites, il y a aussi la réforme de l'administration aussi dans son ensemble, parce que c'est le deuxième, je pense, gros sujet, c'est la dépense publique. Aujourd'hui, on a quasiment 66 ou 70% du PIB en dépenses publiques. Non, 57%. Qui est énorme. Dans tous les cas, même 57%. Oui. On est déjà sur des... 70%. On est déjà sur des chiffres qui sont énormes et qui sont problématiques parce que Emmanuel Macron avait déjà promis cette réforme. Il a tenté Action publique 2022, il voulait réduire le nombre de fonctionnaires, il voulait rendre plus efficace l'administration. Là aussi, si on combine la réforme, réduction du nombre de fonctionnaires et retraite... Réduction du nombre de fonctionnaires et de manière générale, l'efficacité des services publics derrière. Parce que là, aujourd'hui, est-ce que les Français constatent, c'est l'inefficacité de la justice, c'est l'inefficacité de la sécurité, l'éducation nationale, les hôpitaux, l'incapacité à recruter des personnes qui soient compétentes parce qu'aujourd'hui, plus personne ne veut travailler dans la fonction publique à cause des conditions de travail, notamment dans tous les milieux qui sont les milieux
dont nous avons besoin en tant qu'État pour survivre, les milieux régaliens, les milieux vraiment de base pour les services publics. Et ça va finir par poser problème parce que sur le long terme, ça nous tire réellement une balle dans le pied de ne pas être en mesure de justement avoir une fonction qui soit publique, qui soit efficace, qui ne soit pas uniquement de l'administration, mais qui se concentre sur la capacité à faire et la capacité à agir. Affaire à suivre, en tout cas, dans les prochaines éditions de